Donc, je vous laisse la main. On a pour une demi-heure à parler de ce sujet et vous, préparez vos questions parce que c'est vous qui aurez la possibilité de les poser à la fin. Donc, Julien et Louis, à vous. Bon ben, enchanté. Bonjour à tous. Donc effectivement, on est ici aujourd'hui avec Louis pour vous parler de beaucoup de choses qu'on a fait les dernières années dans le domaine de la réalité virtuelle, de l'usage des technologies immersives pour la formation et la transmission des savoirs. Et également, alors je vais pas trop teaser les choses, pour vous présenter un partenariat qu'on lance cette semaine ensemble avec un communiqué de presse qui est sorti hier, d'une grande collaboration qui vise à nous donner des outils pour encore plus développer l'usage de ces technologies immersives dans la formation et la transmission des savoirs. En deux mots, donc, pour me présenter, Julien Cazarin, je travaille à la direction innovation du groupe Inetom. Inetom, qui est une grande ESN française, donc 27 000 collaborateurs, fait de l'accompagnement du service dans le domaine de l'informatique. Et donc, moi, plus spécifiquement, je fais partie de la direction innovation, qui est une direction transverse au groupe, qui va s'intéresser aux nouvelles technologies, à développer de nouvelles solutions pour le marché, donc des solutions qui n'existent pas encore, pas intégrateurs, à faire du conseil également, à faire du conseil en innovation, à aider les écoles, les entreprises à se structurer sur le sujet de l'innovation. Est-ce qu'on peut redire qui était Inetom, puisqu'il y a un changement de marque? J'étais très surpris moi-même, je ne connaissais pas ce nom, alors que Inetom, l'entreprise avant, avait un nom que beaucoup d'entre vous connaissez. Effectivement, Inetom, c'était GFI, on a changé de nom il y a 2 ans. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Louis Dupin, donc le directeur général du lab de France Immersive Learning. Donc nous, on a un pôle de compétences dédié à l'usage des technologies immersives dans les contextes de transmission des savoirs. Donc on est à la fois une association qui fédère les acteurs du domaine, que ce soit les producteurs de contenu, les utilisateurs et les prescripteurs, pour que tous ces gens-là se parlent, pour réfléchir à quand ces technologies sont utiles et surtout quels sont les 1000 problèmes qui se posent quand on veut les déployer et les généraliser à large échelle. Pour ce faire, l'association s'appuie sur un lab qui est à la fois un centre de formation à l'utilisation des technologies et un cabinet de conseil en transformation digitale, pour faire simple. L'association est pilotée par ses administrateurs que vous pouvez voir derrière moi et donc qui vont représenter la diversité des acteurs. On y retrouve des universitaires, des grands comptes, des cabinets et des studios de production de solutions immersives afin de piloter au mieux et d'incarner cette filière d'excellence française de l'immersive learning. Si vous voulez juste très rapidement, ici vous avez l'ensemble des acteurs à date en juin l'année dernière. Pour information, les cotisations à l'adhésion sont ouvertes jusqu'à fin mars. Voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site franceimmersivelearning.fr où on pourra en rediscuter plus tard au choix. On va vous parler aujourd'hui avec Julien du projet Nexus et de comment ça s'interface et pourquoi ce projet. Julien l'a dit un peu en préambule, on travaille ensemble depuis longtemps, en réalité depuis 4 ans, sur un protocole qui s'appelle UMI 3D et dont Julien a été l'instigateur, l'imaginateur, le créateur. Il en a fait beaucoup et il a porté cette voie de l'open source depuis le début. Et donc, avec France Immersive Learning, on a déposé un projet qui a été subventionné avec un défi nul, piloté par Immersive Learning Lab, en partenariat étroit technologique avec Inetom pour le développement et pour construire en open source une plateforme immersive collaborative de production d'environnement immersif dédié à l'éducation, avec une grosse corrélation entre Intraverse, la solution d'Inetom, et Nexus, et de permettre aux utilisateurs des deux solutions de passer fluidement de l'une à l'autre. Ce projet est porté par un consortium que vous pouvez voir derrière moi. On y retrouve l'Université de Nantes, Alstom, le CESI, Unilassal ou l'École nationale supérieure des arts et métiers. Donc on a un beau consortium avec des acteurs très différents et le soutien de nombreux autres. Les premiers étant l'Académie de Nancy-Metz et DocaPost pour des raisons qu'on pourra évoquer un peu plus tard. Et on a d'autres acteurs qui sont en train de se positionner pour soutenir cette dynamique collective qu'on est en train d'instaurer, que ce soit dans le consortium ou dans le partenariat avec Inetom, pour produire cet outil souverain français, open source, dédié à la transmission des savoirs.
Voilà, très rapidement, le programme de cette présentation. On va très vite réintroduire ce que nous, on met derrière le métavers pédagogique. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on fera un petit rex des usages existants de ce métavers pédagogique, ou en tout cas des expériences immersives existantes qui vont en faire partie demain. On parlera des enjeux, de là où on en est, c'est-à-dire de ce qu'on a déjà réalisé avec UMI 3D, Intraverse, ensemble, et on vous présentera ce qui arrive avec Nexus. Alors, qu'est-ce que le métavers pédagogique? Donc, comme le métavers global qui arrivera un jour, ça va être, pour nous en tout cas, une galaxie d'expériences virtuelles, d'environnements virtuels dédiés à la transmission des savoirs. Et ces environnements virtuels, ils doivent être interopérables, c'est-à-dire que nos apprenants doivent pouvoir passer de l'un à l'autre, aller acquérir des blocs de compétences sur le campus virtuel d'une école, aller ensuite en acquérir un autre sur un autre campus, participer à des formations professionnelles en réalité virtuelle, et le tout de manière fluide avec des standards d'interopérabilité. Alors, on va basculer sur les usages existants, et j'aimerais commencer par quelque chose d'intéressant. Donc, Inetum est également un partenaire de Grenoble École de Management depuis 1 an. On travaille ensemble à la création d'un campus digital sur la base de nos technologies. Et je voulais partager avec vous un atelier qu'on a fait avec un groupe d'étudiants d'EGM qui avait expérimenté pendant toute une journée, avait vécu une journée sur un campus virtuel du marché pour aller vivre notamment des masterclass. Et sur une vingtaine d'étudiants interrogés, il y en a 18 qui nous ont dit « on ne veut pas y retourner pour faire des masterclass ». Donc c'est un peu le point d'entrée. C'est que finalement, la valeur de ce métavers pédagogique, c'est pas de singer ce qu'on fait aujourd'hui en formation dans la réalité, c'est de compléter nos méthodes de formation existantes par d'autres cas d'usage pour lesquels il y a un vrai sens à les faire en immersif. J'ai une question juste naïve pour éclairer tout le monde. Est-ce que pour rentrer dans le métavers éducatif, il faut obligatoirement avoir un casque de réalité virtuelle? Alors, moi je dirais non. Je dirais non. Finalement, c'est des mondes virtuels 3D sur lesquels on doit pouvoir y accéder depuis tout type de support, des PC, des smartphones, des casques de réalité virtuelle. À l'intérieur de ces mondes, certaines expériences ont un vrai sens à être en réalité virtuelle parce que grâce à l'immersion, on va mieux apprendre ou on va avoir plus de coprésence ensemble. Mais c'est pas du tout le cas de toutes les expériences qu'on va y vivre. Et évidemment, dans une période où tout le monde n'a pas encore de casque à la maison, il faut aussi que ce soit accessible sur PC le temps que la technologie se démocratise. En fait, presque plus que d'obligation, on va plutôt parler de périphérique préférentiel. De dire, ce sont des expériences qu'il vaut mieux vivre à travers un casque de réalité virtuelle parce qu'elles sont conçues pour, mais elles sont exploitables sur tous les supports. Julien disait, il y a des expériences, par exemple l'amphi virtuel pendant 8 heures, ça ne fonctionne pas. On a aussi des exemples qui fonctionnent très bien et ça va être une des grosses potentialités en fait de ces nouveaux médias et de ces nouveaux moyens d'apprendre et de transmettre, c'est de vous permettre de faire des choses que vous étiez incapable de faire. Un des exemples que nous on a vu, c'est l'utilisation de vidéos 360, individuelles ou collectives, pour présenter des métiers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir emmener des classes complètes de collégiens, de lycéens, d'adultes, visiter 4 sites industriels à travers toute la France et découvrir 4 métiers différents. Et on essaye de le pousser un cran plus loin et de permettre à ces gens d'avoir un temps d'échange avec les professionnels dans un univers immersif type métavers pour avoir ce sentiment de proximité et pouvoir poser ces questions. Parce que voir les environnements, c'est bien, mais avoir accès à ces gens-là, c'est mieux. L'intérêt de ce type de plateforme dans ce genre de démarche, c'est justement là d'être capable d'accorder au plus grand nombre l'accès à des plateformes et à des personnes auxquelles ils n'auraient jamais eu accès. Mettre des gens sur un environnement industriel, c'est compliqué. Il faut demander des autorisations, prendre des cartes, déplacer des gens, et on n'arrive pas à rentrer partout. Avoir des disponibilités de professionnels qui viennent parler de leur métier à une classe, c'est facile. Si vous voulez le faire sur toutes les classes d'un département, on est déjà à un niveau du dessus. Ces technos vont amener des évolutions dans la manière où on va les appréhender. Et on est vraiment là dans une transmission de savoir, on est dans une transmission de connaissances.
L'orientation professionnelle est un savoir. Aujourd'hui, comprendre rien que nous-mêmes quels sont les métiers de demain, c'est compliqué, mais alors en plus aller voir qui sont les gens qui les font, ça l'est encore plus. Ces technos peuvent rapprocher les gens et leur permettre d'expérimenter différemment des séquences professionnelles. Donc, deux autres usages peut-être plus connus. Ici, la formation au geste, donc un cas d'usage qu'on a développé avec un groupe pharmaceutique en France, donc Boehringer Ingelheim, sur lequel on a travaillé à permettre à des ingénieurs de créer des modules de formation à des processus métiers. Là, le gros intérêt, c'est finalement d'apprendre plus vite parce qu'on fait faire plus rapidement. On parle là d'environnement avec de la vapeur chaude à plus de 100 degrés. Avant, on devait regarder un expert faire une dizaine de fois avant d'avoir le droit de mettre les mains sur l'installation. Aujourd'hui, on est capable, finalement, grâce à la réalité virtuelle, de simuler ce processus, donc de faire extrêmement rapidement, en gardant sous forme d'avatar le formateur à côté pour pouvoir regarder le geste, commenter, guider, et donc avoir une vraie relation de compagnonnage, mais potentiellement à distance, en économisant les déplacements, et sans aucun risque pour la personne qui est formée, particulièrement quand on parle d'environnement dangereux. Et sans aucun coût, autre que le coût du matériel de réalité virtuelle. Mais ce qui est négligeable par rapport au coût de la formation, si on doit avoir des infrastructures dédiées. Un autre cas d'usage sur lequel on travaille en interne chez Inetum pour notre monde virtuel d'entreprise autour de la transmission des idées au sein du groupe, et également avec des élèves de Centrale Nantes, c'est une pédagogie qui est beaucoup plus montante. C'est-à-dire finalement d'avoir des sessions pendant lesquelles un professeur va poser un sujet et des élèves vont mettre en commun, en dessinant en 3D des concepts, leurs connaissances sur le sujet. Donc vraiment avoir une idéation et revenir à une des essences de ce qu'est le pédagogue, qui est faire réfléchir et faire penser. Est-ce que dans ce que j'entends, vous pouvez éclairer aussi le public sur le fait que se plonger dans la pédagogie immersive ne signifie pas d'être livré à soi-même avec un casque dans ce que l'on appelle le stand-alone, que c'est quelque chose qui peut au contraire être du collaboratif, du en groupe et du accompagné. Ouais. Et évidemment, donc, tout ce qu'on présente là, on le présente sous une optique métavers, c'est-à-dire des expériences qui sont vécues à plusieurs, soit un groupe d'étudiants et un professeur. Donc cette idée-là, c'est finalement un nouveau média pour le pédagogue pour transmettre autrement des savoirs. Soit en faisant vivre des situations qu'on ne pourrait pas vivre autrement. On discutait récemment avec un partenaire de faire des simulations de gestion d'incidents dans des centrales nucléaires. Évidemment, on ne va pas faire ça à l'école, en réel. C'est vraiment faire vivre des expériences qui vont accélérer la création d'expériences pour les apprenants. Un autre cas d'usage dont on peut parler comme ça très rapidement dans le champ de la transmission, c'est les cas d'usage culturels. Vous avez aujourd'hui à Paris, pour ceux qui habitent à Paris, pour ceux qui sont là pour le salon, je vous invite à y passer, une des plus belles expériences de la planète, qui est Éternelle Notre-Dame. Vous allez visiter Notre-Dame à pied, avec un sac à dos, vous passez par groupe de 40 à l'heure, et pendant 1 heure, vous allez marcher dans Notre-Dame à travers les époques. C'est l'utilisation de techno-immersifs, de techno-collaboratifs pour transmettre culturellement. On a des entreprises qui ont modélisé Versailles, des pans entiers de la planète, des vases, des objets d'art auxquels on peut accéder. Ces technologies vont permettre de mettre à disposition des collections ou de réinventer complètement l'expérience muséographique puisqu'on s'affranchit des contraintes de la réalité. Pensez par exemple au Louvre. Au Louvre, l'immense majorité de la collection du Louvre n'est jamais exposée. Elles sont dans des caves et c'est bien pour ça qu'on a créé une antenne du Louvre dans le Nord, parce qu'on ne peut pas tout exposer. Virtuellement, dans le métavers, on pourrait tout mettre. Et on pourrait surtout reconcevoir les parcours de musée et la manière dont on appréhende la culture. La culture devient malléable, elle devient interactive. On peut toucher les objets, puisqu'on ne risque pas de les dégrader. Il y a une application qui est illustrée ici, qui est une application très intéressante, qui s'appelle Puzzling Places, qui va vous permettre de créer des monuments avec des puzzles de photos 3D. Mais ça vous permet d'appréhender différemment un objet, et donc de le manipuler. On parlait de ne pas être seul dans son casque, et ce qui est intéressant avec les techno-immersives, et en fait on en revient à l'usage et à la scénarisation pédagogique qu'on va mettre autour, ce qu'on vous propose, ce ne sont que des outils.
Ce qui va faire la valeur de ces outils, c'est comment vous vous en emparez. Quelles sont les séquences pédagogiques que vous allez construire autour? Et comment est-ce que vous utilisez ces technos dans des séquences classes? Ça peut être tout le monde dans un casque avec le prof qui les emmène quelque part pour pratiquer un geste métier, découvrir un expert. Ça peut être une personne dans un casque et les autres à l'extérieur qui ont des informations que lui n'a pas. Il y a des milliers de nouveaux scénarios puisqu'on a un vrai nouveau média qui arrive. Voilà une petite vidéo rapidement pour vous montrer ce que ça peut donner dans un environnement métavers, donc qui est le démonstrateur campus virtuel que Inetom a co-créé avec Grenoble École de Management, et dans lequel on va retrouver finalement ces expériences, donc avec des espaces qui sont ici déployés 24 heures sur 24, où les étudiants peuvent se retrouver, discuter, co-créer des choses, avoir des activités également qui peuvent être parfois ludiques, et d'autres moments où on va déployer ces scénarios pédagogiques qu'on a présentés avec Louis, pour par exemple faire vivre des expériences qu'on vivrait jamais en réel, comme celle-ci, où on a des étudiants qui vont rencontrer Karl Marx dans le Londres de l'époque, donc Karl Marx qui est joué par un professeur qui fait l'acteur, hein, pour lui demander sa vision du marketing. C'est évidemment quelque chose qui est impossible à faire en vrai, et un niveau d'immersion dans la situation qu'on ne pourrait pas atteindre sans réalité virtuelle. Et également donc des escape games qui ont pu être créés. Donc c'est bien un démonstrateur qui démontre comment l'ensemble de ces scénarios pédagogiques peut s'articuler dans une logique de monde ou de campus virtuel pour apporter vraiment une valeur pédagogique, autre que reproduire un campus identique à ce qu'on connaît en réel. Et vous me direz maintenant, c'est intéressant vos cas d'usage, enfin, en tout cas j'espère que c'est intéressant, mais surtout quel est le rapport avec l'open source et le premier sujet dont vous parlez? Eh bien l'enjeu, il est en réalité là. Aujourd'hui, un des freins que nous on identifie, et c'est bien toute l'origine de notre collaboration et du projet qu'on porte ensemble, c'est il faut qu'on ait des choses qui sont interopérables pour que les producteurs de contenu, les utilisateurs ne soient pas captifs dans l'environnement, qui puissent de manière fluide passer d'une plateforme à une autre et d'avoir la garantie que si jamais ils décident de changer un jour, ils puissent emmener les contenus qu'ils ont produits et pas tout perdre. Et donc, pour nous, on identifie des grands enjeux autour de ça pour que, à la fin, cette promesse se réalise. Ça veut dire, qu'on a des plateformes qui sont souveraines. Elles sont produites par des entreprises françaises, hébergées en France. Elles sont ouvertes. Ça, c'est le côté, je vais pouvoir prendre mes contenus et les emmener ailleurs. Elles sont interopérables, toujours dans cette idée, je prends mes contenus, mais aussi il y a quelqu'un qui est sur la plateforme Intraverse, il a un cours très intéressant et moi je suis sur la plateforme Nexus, et ben je peux aller suivre son cours. Je peux emmener mes étudiants parce que je suis une école de management X, je veux leur faire suivre un cours à Grenoble de management, et ben c'est possible. C'est ça le cœur de l'interopérabilité. Ça dit aussi que on va vivre une révolution de nos métiers et du métier des formateurs et des ingénieurs pédagogiques. Il va falloir faire de la formation. Les organisations, les formateurs ne savent pas ce que sont ces technologies, comment scénariser des choses et comment les utiliser. Il faut accepter de ne pas savoir et se former. Il va falloir évidemment avoir une conduite du changement qui soit forte. On a une révolution technologique qui arrive, on a un renversement de la posture du formateur parce qu'il ne sera plus ce qu'on est en train de faire seul sur une estrade à parler à un public. Le public sera acteur et il sera en interaction beaucoup plus forte avec ses étudiants. Il va donc y avoir cette conduite du changement pour leur apprendre, leur permettre d'avoir le temps de s'impliquer dedans. 5 minutes. Et évidemment, ça va aller avec une stratégie des organisations. Un dernier gros point que nous allons identifier, c'est la simplicité de la création, la simplicité du déploiement et l'intégration aux plateformes existantes type LMS pour la remontée de données. Et tout ça s'articulera, et je ne vais pas rentrer dans le détail, autour d'une réelle communauté d'usage et d'une communauté technique qui doit se parler et partager les pratiques. Je vais essayer d'aller très vite pour vous raconter où nous en sommes. Louis le disait, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Moi, ça fait encore plus longtemps que je travaille sur le sujet. Donc, le départ finalement de notre collaboration, c'est la technologie UMI 3D. Sur lequel Inetom a commencé à travailler avec l'Université de Strasbourg autour de mon sujet de thèse en 2016. En 2019, on a open sourcé cette technologie, on a créé un consortium dont France Immersive Learning a fait partie des membres initiaux, pour avoir vraiment une technologie à disposition des développeurs pour créer des environnements et des expériences immersives
ouverte et interopérable. Beaucoup plus récemment, chez Inetum, on a développé la plateforme Intraverse, finalement une plateforme low-code qui va permettre de rendre accessible à des non-développeurs la création de contenu sur la technologie UMI 3D et un déploiement extrêmement simple, soit de sessions pour 1 heure ou 2 de réalité virtuelle collaborative, soit de campus entier. Et aujourd'hui, finalement, l'arrivée de Nexus, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin déjà en amenant des contenus et des patrons d'expériences pédagogiques qui soient tout prêts et exploitables par les pédagogues, et également de garantir que tout ce qui peut être créé soit dans Intraverse, soit dans Nexus, va rester déployable via un moteur open source, quel que soit l'avenir et quels que soient les hébergeurs et les plateformes de demain. Voilà, donc en allant très vite, finalement la plateforme Intraverse cochait déjà une partie des enjeux décrits par Louis autour de la souveraineté. C'est une plateforme qui est développée en Europe par une entreprise française, d'être basée sur une technologie open source, d'avoir un œil déjà et de permettre à nos utilisateurs de se mettre en conformité avec les RGPD en ayant une gestion des données qui est sécurisée et qui est propre, d'être scalable, c'est-à-dire de s'adapter automatiquement à l'augmentation du nombre d'utilisateurs, y compris quand elle est très temporaire, c'est-à-dire qu'on fait un événement et qu'il y a 2000 personnes qui se connectent en même temps, et également d'être intégré au système d'information des écoles et des industries, c'est-à-dire le système d'identité et d'authentification, et surtout le LMS. Donc vous l'aurez compris avec ma slide un peu verbeuse et tout le discours qu'on porte jusqu'ici, Nexus, c'est donc un projet commun pour pousser plus loin ce qui a été fait sur Intraverse et permettre cette interopérabilité qui va être très forte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'objectif de ce projet, c'est créer le moteur de ces environnements virtuels, créer avec Inetum tous les ponts qui vont permettre de passer de l'un à l'autre, accélérer l'appropriation par une communauté d'usagers de ces technos et de ces pratiques, et surtout d'avoir des retours d'usage à large échelle. Avec le consortium qui apporte beaucoup d'universitaires qui ont tous prévu de produire massivement des contenus et de les déployer massivement sur les 3 prochaines années, on va engager des études pour avoir des impacts de ces technologies sur les pédagogies. On voit bien que nous en sommes vraiment à cette émergence des usages qui vont primer sur la techno. C'est parce que la techno est maintenant mature que des usages peuvent être explorés. Pour tous ceux que ça intéresse, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Parce que là, on est au bout. Est-ce que vous avez un stand là Exactement. Donc c'est le message de fin. Nexus est déjà là parce qu'il est bâti sur des technologies qui fonctionnent déjà, et notamment les expériences qu'on présentait autour de l'idéation collective, de la formation processus. Tout ça, c'est testable aujourd'hui sur le stand L80, qui est le stand d'Inetum, et avec une vraie garantie que tous les usages qui seront commencés à être développés aujourd'hui sur la plateforme Intraverse ou la technologie UMI 3D seront interopérables d'ici la fin de l'année avec Nexus, parce que la première version exploitable de Nexus est prévue pour la fin d'année. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question? Allez, on a le droit à une question parce que c'est vraiment l'heure. Alors moi, je trouve ça très bien cette idée d'open source, mais qu'est-ce qu'on dit à nos gouvernances? En tant qu'ingPEDA, voilà, c'est-à-dire que comment ça se passe quand nos étudiants peuvent aller partout, et du coup, qu'est-ce qui nous différencie en tant qu'école, en tant qu'université? Comment on gère ça en fait? Parce que nous, on est opérationnel pour partir là-dessus, mais la gouvernance, pas toujours. C'était par rapport à l'interopérabilité et le fait que les contenus soient accessibles de tout le monde partout. Je pense que c'est deux choses différentes. Il y a d'un côté la techno qui est utilisable par tout le monde. Après, les contenus peuvent être dédiés à des usagers. On n'est pas forcément avec des métavers des campus qui soient ouverts à tout le monde. C'est exactement ça. En fait, l'idée de base, c'est que les plateformes sont open source pour garantir à chacun la propriété de ses contenus et sa portabilité dans les différents hébergeurs, ce qu'expliquait Julien. Mais in fine, la production du contenu par une université ou une école est sa propriété intellectuelle. Et donc, vous aurez le choix soit de l'avoir en open source, accessible à tous,
y compris pour créer des produits d'appel pour vos universités, de les avoir pour l'intégralité de votre université ou des cursus spécifiques. Ça sera de la gestion de droit de ces choses-là. Nous, on encouragera à ce qui est sur la plateforme des contenus communs open source parce qu'il y a des sujets qui mériteraient d'être partagés et d'autres où absolument il y aura la spécificité des universités, leur excellence qui vont vouloir porter dans ces plateformes-là. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très concret et qui permet de mieux comprendre les enjeux du métaverse et de l'éducation. Eh bien,